la transmission animale, mais le patron de l'Organisation mondiale de la santé lui-même prend ses distances avec ses conclusions. Il réclame ce soir une enquête sur l'hypothèse d'une fuite de ce virus d'un laboratoire de Wuhan. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est l'heure de votre grand angle. Qui sera le premier au monde à mettre au point l'ordinateur quantique? Cette technologie promet une puissance de calcul phénoménale selon les scientifiques qui annoncent même une révolution informatique. Ça tombe bien, nous recevons l'un des meilleurs spécialistes de la discipline, le mathématicien, docteur en informatique, Frédéric Magnès. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur au Collège de France où vous occupez la chaire annuelle informatique et sciences numériques. Et votre leçon inaugurale, ce n'est pas un poisson d'avril, ce sera après-demain, jeudi 1er avril au Collège de France, à huis clos, hélas forcément toujours en raison de cette pandémie. On verra tout à l'heure quel en est le thème, on peut déjà dire algorithme quantique. Alors d'abord, pour commencer, s'il vous plaît, de la manière la plus simple possible, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ? Alors, un ordinateur quantique n'existe pas, comme vous l'avez dit, et c'est un ordinateur qui tirait profit des paradoxes de la physique quantique pour calculer beaucoup plus vite. Donc, il y a des paradoxes qui sont surprenants en physique quantique. Est-ce qu'on pourrait les utiliser de façon calculatoire? C'est une vieille question des années 80. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique qu'on a à la maison? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a des composants quantiques dans votre ordinateur. D'accord. Donc, les transistors, la fibre optique, les lasers pour Internet sont quantiques. Mais l'information est manipulée de façon classique, 0 ou 1, mais pas de façon quantique. Donc, un ordinateur quantique maintenrait tout l'ordinateur dans un état quantique, une superposition, on dit. On n'est pas dans ces successions de 0-1 ? On est des successions, non, on est dans des superpositions, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé encore si on était 0 ou 1. Ouais, superposition des états quantiques. D'ailleurs, il y a une unité que je ne connaissais pas, les qubits, c'est ça, voilà. Q-U-B-I-T-S. Quantum bit, bit quantique, qui sont effectivement l'unité quantique du bit 0-1. Ouais. Alors concrètement, à quoi ça pourrait servir ? Alors, à quoi ça pourrait servir? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on ne savait pas trop à quoi pouvait ça servir. Ça servait à des choses assez artificielles. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ça pouvait résoudre des problèmes très difficiles et des problèmes un peu embêtants qui permettraient de déchiffrer certains messages secrets. Pas tous, mais beaucoup. Ouais, mais le champ d'application, alors, ce serait quoi? Ce serait la médecine? Ce serait la recherche Alors ça, c'est un sujet difficile. Ouais. Il faut dire que les applications seraient au fond partout où on utilise déjà l'informatique, car tout un tas de petites procédures pourraient être accélérées. Soit un peu, soit beaucoup, soit exponentiellement. Bah dis donc, parce que les algorithmes, c'est déjà énorme. Là, ça veut dire que ça va être puissance combien ? Alors, ça peut être exponentiel. On connaît maintenant ce que c'est une loi exponentielle, hélas. Parfois, c'est exponentiel, parfois, c'est rien du tout. Donc, ma recherche consiste à savoir dans quel cas il y a une accélération. Et en fait, j'allais vous dire, tout dépend de ce que les êtres humains en font aussi, peut-être. Alors ça, c'est une vraie question. Donc, par exemple, s'ils s'amusent à déchiffrer une grande partie des messages de notre quotidien, c'est un vrai souci. Heureusement, on commence à voir la solution. Donc, ouais. Alors, on va voir maintenant qui est en avance dans cette course folle. Des scientifiques du monde entier, à l'instar de vous-même, travaillent sur ce sujet. Plusieurs laboratoires français participent aux recherches, notamment en région parisienne. France 3 leur a d'ailleurs consacré un reportage l'an dernier, regardez. Sous la lumière bleue des lasers, ces jeunes scientifiques sont à la recherche du Graal. Ils travaillent à l'élaboration d'un nouvel ordinateur aux capacités inégalées, en puissance et en mémoire. Une machine utilisant les propriétés physiques de l'infiniment petit, un ordinateur quantique. L'avènement de l'ordinateur quantique pourrait être une rupture aussi forte que celle de l'électronique digitale dans les années 60-70. Et que ça pourrait accoucher d'une révolution aussi forte que celle qu'on a connue avec l'avènement de l'Internet à domicile. Google déclare avoir franchi une étape. Il annonce un calcul effectué en 3 minutes 20 secondes, au lieu des 10 000 ans nécessaires avec les ordinateurs actuels. Mais comment ça marche ? Un ordinateur classique utilise le langage binaire, une suite de 0 et de 1. L'ordinateur quantique, lui, va pouvoir superposer ces 0 et ces 1 en même temps et effectuer un très grand nombre de calculs en parallèle.
Pour arriver à ce résultat, plusieurs scénarios sont possibles. Voici la piste suivie par l'Institut d'optique. Ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on essaye de prendre des atomes un par un qui vont remplacer ce que vous trouvez dans un ordinateur classique et qui seraient les petits circuits électriques. Donc pour nous, les circuits électriques, on les remplace par des atomes. Et ces atomes, il faut pouvoir les arranger dans l'espace, pouvoir les voir, pouvoir les manipuler et pouvoir les faire interagir, c'est-à-dire les faire parler entre eux. Et ça, c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser une logique quantique. Au CEA, on refroidit plutôt les circuits électriques à moins 273 degrés pour obtenir les mêmes propriétés quantiques que celles des atomes. En France, nous n'avons pas trop de retard. Il y a des expériences préliminaires qui sont assez prometteuses et qui en effet motivent de continuer la recherche sur le sujet. Les possibilités seraient immenses, comme la création de nouvelles molécules et l'invention de nouveaux médicaments. Mais attention, il faudrait aussi revoir tous nos systèmes de cryptage qui deviendraient obsolètes face à la puissance de calcul de l'ordinateur quantique. Frédéric Magnès, Google a revendiqué donc cette prouesse, 3 minutes 20 secondes au lieu de 10 000 ans. Vous y croyez? Oui, alors j'y crois. Entre-temps, depuis, certains ont réussi à faire beaucoup plus vite. Certains pensent qu'ils pourraient même le faire en quelques heures. Donc, la prouesse est quand même extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces premiers prototypes, au fond, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Je sais ce qu'on pourrait faire avec un ordinateur quantique complet, mais avec ces premiers prototypes, on ne sait pas. Et c'est là que la recherche commence. Ouais. On a vu Google, il y a IBM, visiblement les deux sont en grosse concurrence, ça c'est le monde anglo-saxon. Côté francophone, vous avez reconnu l'un des chercheurs, l'un des experts? Oui, il est à la pointe? Oui, donc il y a une start-up, Pascal, qui émane de l'Institut d'optique, qui est très à la pointe. On a un consortium européen dans lequel je fais partie. Dans les prochaines années, on va essayer de travailler ensemble pour développer donc une nouvelle plateforme et voir si on n'a pas des applications concrètes qui pourraient en sortir. Alors vous, vos travaux portent sur la conception et l'analyse d'algorithmes probabilistes pour le traitement des grandes masses de données. Où est-ce que vous voulez aller? Vers où souhaitez-vous aller? Je veux résoudre des problèmes pour lesquels les données sont beaucoup trop grosses pour les résoudre rapidement. Donc soit je fais ça avec un ordinateur classique, soit je fais ça avec un ordinateur quantique qui n'existe pas. Ouais. Mais aujourd'hui, vos élèves, quand on fait des études en mathématiques, en physique quantique, avec cette application informatique, ça tend vers quelle carrière, en fait, concrètement? Alors, jusqu'à maintenant, ça tendait plutôt vers la recherche, mais il y a énormément de débouchés maintenant en ingénierie, énormément de start-up se créent. Depuis que j'ai cette chaire au Collège de France, j'ai un mail par semaine d'une start-up ou d'un industriel qui veut essayer de comprendre ce qu'on pourra faire pour se préparer. Ouais, il y a un enjeu économique, un enjeu financier. Quand on voit une telle course, la réponse est peut-être dans la question. Il y a un enjeu, mais il n'est pas déterminé. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. Il y a 20 ans, on ne savait pas trop ce qui se passerait. L'informatique quantique aussi. Tant qu'on n'a pas l'ordinateur, on ne pourra pas faire les expériences. Alors, leçon inaugurale après-demain, donc jeudi, algorithme quantique quand la physique quantique défie la thèse de Church-Turing. Church plus loin, Turing. Le plus simplement, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi va consister votre leçon? Je vais essayer de retracer le courant de pensée qui a fait que des scientifiques se sont posés des questions simples pour comprendre ce que la physique quantique apportait au calcul. Ils ont commencé par des petits exemples anodins, artificiels, qui semblaient rien, et sont arrivés à des applications fabuleuses qu'on connaît aujourd'hui. Comme quoi, petit à petit, on obtient de grands résultats. Merci beaucoup, Frédéric Magnès. Leçon inaugurale après-demain, 18h, à huis clos donc, mais sur le site internet du Collège de France, notamment en direct. Bonne leçon inaugurale à vous et merci d'être venu sur notre plateau.